Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de ce cours qui concerne les fondamentaux des diagrammes d'état, avec notamment les différents éléments de syntaxe. Tout d'abord, pour introduire cette partie, nous allons directement visualiser un diagramme d'état qui permet de modéliser le comportement d'un drone permettant de réaliser des prises de vue avec une caméra ici posée sur une nacelle. Si on regarde ce diagramme d'état, on peut s'apercevoir qu'avec le sens des flèches, on pourrait déjà comprendre la lecture de ce diagramme. On s'aperçoit qu'en suivant les flèches, on va suivre une phase d'initialisation, puis un mode de pilotage standard, et ensuite on aura le choix entre bifurquer directement à ce qu'on appelle un état final, ou différents modes d'urgence, 1 puis 2. Les différents éléments de syntaxe qui constituent ce diagramme sont déjà dans un premier temps un état initial, d'un cercle noir, un état final qui est un cercle blanc contenant un petit cercle noir, des transitions et des états. Donc c'est un diagramme qui est un comportemental du langage SysML qu'on peut noter STM comme State Machine Diagram. Il est rattaché à un bloc, donc généralement à un composant ou un système en son ensemble, et il va permettre de modéliser différents états pris par le bloc en fonction des différents événements. On va avoir différents éléments graphiques. Tout d'abord, des rectangles aux coins arrondis qui vont être les états, comme on l'a vu dans le diagramme précédent. Des flèches orientées qui vont permettre de joindre des états entre eux. On a aussi des états qui sont un peu particuliers, comme on l'a vu, avec des disques noirs ou des disques blancs contenant un disque noir. On aura des occurrences qui seront attachées aux transitions. Chaque bloc constituant un système ne conduit pas forcément un diagramme d'état, parce que parfois il n'est pas possible de modéliser les différents événements associés à un bloc. Tout d'abord, commençons par introduire les états. Donc un état représente une situation de durée finie, durant laquelle un système ou un sous-système pourra soit effectuer une activité, satisfaire à une condition, ou bien être en attente d'un événement. Alors en termes de règles de syntaxe, un état pourrait être compartimenté avec une ligne horizontale, et on verra que dans un état, on pourra avoir des transitions internes ou des sous-états ou des noms d'états. On va voir ça juste après. On va commencer par un premier exemple qui permet de définir un état composite. Donc c'est un état qui va en fait englober d'autres états. Ici, on a un diagramme d'état qui permet de modéliser le comportement d'un radio-réveil. L'état composite, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est le mode qui permet en fait de modéliser le comportement en mode automatique du radio-réveil. On s'aperçoit qu'on a l'état initial qui est ici. Donc ça veut dire que le diagramme d'état va commencer par se lire de ce côté-ci. Et donc dans le mode, dans l'état radio-auto, on a différents états, différentes structures qui vont se dérouler. Ici, ça permet de modéliser le comportement qui permet de passer du mode silencieux au mode alarme ou au mode répétition, avec différentes transitions qui se déroulent. Parfois, pour alléger la lecture d'un diagramme, on peut simplement préciser qu'un état sera composite, ça veut dire qu'il va englober d'autres états, mais pas forcément les représenter directement, on les représentera sur un autre diagramme. Donc la syntaxe, pour préciser que d'autres états sont englobés, c'est le petit symbole qu'on note ici. Ensuite, on a d'autres états, les états initiaux et finaux, qui sont en réalité des pseudo-états, puisqu'en fait, ils seront dépourvus de durée, et ils vont simplement permettre de préciser dans quel sens on va lire les diagrammes. Donc l'état initial, c'est l'état dans lequel on va se trouver à l'activation du diagramme, et l'état final, c'est l'état qui va permettre de préciser où se termine la lecture du diagramme. Donc, je vous rappelle, ça c'est l'état initial, donc un disque noir, et ça c'est l'état final, donc un cercle englobant un petit disque noir. Maintenant, parlons de transition. Donc les transitions, on a vu, c'est ce qui sépare les différents états, ce qui va permettre de passer d'un état à l'autre. Donc d'abord, on va parler de transition externe qui va permettre de décrire la réaction d'un objet lorsqu'un événement se produit. Donc une transition va posséder un état source ou un état amont, un état cible ou aval, un événement déclencheur, donc on va représenter sur la transition, une condition de garde qu'on va représenter entre crochets et un effet. Alors l'événement et la condition de garde, on verra, ce sont des booléens. La syntaxe, c'est événement entre crochets garde / effet. On représente par une flèche qui va relier donc l'état source à l'état cible. Et une transition ne peut être franchie que si son état source est actif, bien entendu. On va parler maintenant de transitions internes qui vont être notées à l'intérieur d'un état. Ces transitions vont être précédées d'un mot-clé. Ça peut être entry / action d'entrée, donc qui va entraîner la réalisation d'une action à l'entrée de l'état. Ça peut être do / activité,
qui va entraîner la réalisation d'une activité lorsque l'état est actif. Ça peut être on-event ou on-événement, slash activité, qui va entraîner la réalisation d'une activité lorsqu'un événement se réalise, ou ça peut être exit, action de sortie, qui entraîne la réalisation d'une action à la sortie de l'état. Ensuite, on peut avoir des transitions propres, qui sont en fait des transitions internes, mais l'état cible et l'état source sont les mêmes. Donc en fait, on va pointer vers le même état. Ici, dans cet exemple-là, on utilise une transition propre pour décrire la modélisation d'un compteur. Donc lorsque l'état 2 est actif, si l'événement se produit, alors l'effet, donc activité généralement d'une courte durée, est déclenché, puis état 2 est de nouveau actif. Donc ça veut dire qu'on va entrer et sortir de cet état. Et on remarque que dans l'état 2, on a des transitions internes qui justement permettent, vous voyez, d'incrémenter une variable, ce qui permet de compter. On va revenir dans ce même état, sauf quand P va être égal à 4. D'accord? Donc en fait, ça qui permet de répéter une activité 4 fois. Donc chaque fois que l'événement se produit, la réactivation de l'état 2 fait que P est incrémenté. Donc le fait de sortir et d'entrer l'état 2 peut avoir des effets néfastes comme l'interruption puis le redémarrage de l'activité 2. Donc ce qu'on va mettre là, c'est plutôt des choses qui doivent permettre d'être activées ou non. Maintenant, on va définir un événement. Donc un événement se produit pendant l'exécution d'un système. Il va se produire à un instant précis. Un événement, ça va être dépourvu de durée, donc on va considérer ça comme instantané. Et quand un événement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet d'un nouvel état. Et donc on verra différents types d'événements, soit explicites, implicites. Ça peut être des signaux, appels, changements ou temporels. Alors voilà, on va décrire maintenant les différents types d'événements. Donc ça peut être l'appui sur un bouton, ça peut être un changement d'état, donc la syntaxe ici c'est when et puis changement d'état, donc qui va être résulté d'une condition booléenne. Un événement de changement évalué continuellement jusqu'à ce qu'il devienne vrai et c'est à ce moment-là que la transition se déclenche. Et ensuite on peut avoir des événements temporels. Il y a deux types d'événements temporels, soit relatifs, soit absolus. Le relatif, ça va être lié à after, donc après une durée, l'événement va se produire. Absolu, ça va être lié à une date, donc on va utiliser le mot-clé when. Parfois, on peut avoir le at selon les langages. Donc là, vous avez un petit diagramme d'état qui permet finalement de modéliser le comportement d'un étudiant en cours quand on a une pause ou à la fin du cours. Donc là, on voit qu'on utilise le after, qui est donc un événement temporel relatif pour décrire le fait que la pause va durer 10 minutes, quel que soit l'instant à laquelle elle a commencé. Et puis le at, on sait que forcément à un temps absolu, les cours vont se terminer. Maintenant, on va parler de la condition de garde, qui va être représentée entre crochets après l'événement. Donc c'est une expression logique sur les attributs de l'objet associé au diagramme d'état, ainsi que sur les paramètres de l'événement déclencheur. Donc la condition est évaluée uniquement lorsque l'événement déclencheur se produit. Donc là, on la voit ici, la condition de garde. Donc elle est évaluée uniquement lorsque cet événement se produit, donc when M apparaît. Si l'expression est fausse, à ce moment-là, la transition ne se déclenche pas. Si elle est vraie, la transition se déclenche. Donc ça veut dire que si on est activé à l'état 1, si cet événement se produit, à ce moment-là, on évalue cette condition booléenne, et si elle est vraie, on pourra passer à l'état 2. Par contre, si cet événement se produit et que cette condition de garde est fausse, on ne pourra pas passer à l'état 2. Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par slash activité dans la syntaxe s'exécute. Alors généralement, c'est une activité qui peut être soit une opération primitive comme une instruction d'assignation, l'envoi d'un signal, l'appel d'une opération ou une liste d'activités. La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre, soit on utilise un langage naturel explicite avec des phrases, ou alors on peut utiliser du pseudocode qui va être lié aux différentes variables liées au système. Lorsque l'exécution de l'activité est terminée, l'étape cible de la transition devient actif.